Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 26 juillet 2026. Donnez-moi un thumbs up pour l'image et le son. J'ai peut-être trop de lumière aujourd'hui. Alors voilà, c'est un gros Web Journal aujourd'hui. Je vais parler rapidement de ce qui se passe au niveau de la fenêtre d'Overton. En ce qui concerne la gauche mondialiste, hein, en fait, c'est le mondialisme. Le mondialisme repose beaucoup sur des principes de gauche, c'est-à-dire détournés. Il y a déjà eu une gauche qui était raisonnable et qui voulait comme plus d'égalité pour tout le monde, mais avec la contre-culture, la révolution contre-culturelle dans les années 70, mai 68, etc., c'est devenu, il est interdit d'interdire et tout, et la transgression de toutes les limites, de tout ce qui est structurant. Et donc, ça a été le règne du ça, hein, c'est-à-dire tout ce qui était, c'est ça, tout ce qui était structurant. À partir du moment où est-ce qu'on a détruit la figure du père, le parricide, ça fait 4 ans que j'en parle. À partir du moment où est-ce que la gauche a tué le père, le parricide, dans la civilisation occidentale, après ça, toutes les structures se sont liquéfiées, on a perdu la forme et finalement, c'est devenu le règne du n'importe quoi. Et il y a eu une forme de réductio ad bestium, hein, une réduction à la bête, c'est-à-dire, comment on pourrait dire, l'apologie de la pulsion, de se laisser aller, de la pulsion, on n'a pas le droit d'interdire. Et donc ça, c'est en termes freudiens, là, ça c'est le ça. Hein, il y a comme toujours, dans tout ce qui est humain, il y a deux côtés. Il y a le petit diable qui te dit de te laisser aller à tes impulsions. On l'a vu dans toutes les bandes dessinées, là, le petit diable sur l'épaule gauche qui te dit de te laisser aller à toutes tes impulsions. Et il y a le surmoi, c'est-à-dire l'ange sur l'épaule droite, ou c'est l'inverse, je ne sais pas c'est quoi, là, qui dit non, retiens-toi, etc. Eh bien, cette espèce le surmoi, l'ange sur l'épaule droite qui te dit retiens-toi, ça vient du Père. C'est l'interdit du Père, c'est le nom du Père. Quand le Père parle et fait des interdits et est prêt à châtier si tu transgresses l'interdit, ça inculque dans l'enfant une conception de je ne devrais pas, je peux faire mieux, je ne vais pas me laisser aller, il y a une règle et puis je ne veux pas faire de la psychanalyse aujourd'hui, là, mais c'est le surmoi. C'est cette idée qu'on peut s'améliorer, le fait d'avoir une conscience, de ne pas faire mal aux autres, et alors que l'autre, c'est plus comme laisse-toi aller, c'est de la pulsion, etc. Et ça nous vient beaucoup au début du 20e siècle, c'est arrivé avec Aleister Crowley, la bête 666, etc., etc. Et la gauche a beaucoup repris ça. Hein, il est interdit d'interdire. C'est littéralement une phrase de Aleister Crowley, de mai 68. Là, il est interdit d'interdire. Dans un de ses livres, ça s'appelait « Do what thou wilt ». Fais ce que tu veux. C'est ici. « Do what thou wilt ». Fais ce que tu veux au lieu de « fais ce que tu dois ». Tu sais, ça, je pense que c'est la famille La Rochefoucauld qui avait sorti ça. « Fais ce que doit » et non pas ce que veut. C'est le sens du devoir, etc. Tu sais, l'idéal de tu devrais te sacrifier, tu devrais passer par-dessus ta pulsion animale d'autopréservation pour faire des choses plus grandes. Tu vois, au lieu de fuir, ben, tu restes et tu combats, et puis tu te projettes dans l'avenir, tu penses à tes enfants, et puis... en tout cas, c'est ça, je pourrais en parler pendant longtemps de cette gauche-là. Mais il y a eu, bon, ils ont pris le contrôle de pas mal d'institutions en Occident, hein, c'est de l'école à l'université, tu sais. Regarde les valeurs des politiciens maintenant, les journalistes, tout le monde, tu dis, tu dois rentrer dans un pays légalement. Si tu ne rentres pas dans un pays légalement, tu dois être expulsé. Bien là, les gens sont prêts à mourir pour contester ça. Et les journalistes te font chier parce que les gens sont entrés illégalement, puis tu les expulses. Puis là, ça, c'est de la gauche radicale. Et toutes les institutions sont comme phagocytées avec ce truc-là. Mais il y a, comme je dis, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Je voulais juste l'évoquer. C'est-à-dire que la fenêtre d'Overton se déplace beaucoup depuis l'arrivée de l'administration Trump. On a fait des webjournaux qu'on appelait la fin de la baphométisation avec Donald Trump. C'est-à-dire que ce que j'explique, là, toute la question de la limite qui est généralement imposée par le père, la question de la limite, là, la mère, c'est souvent « Oh, pauvre petit, laisse-le, il n'a pas fait exprès, etc. » Tandis que le père impose les limites, c'est souvent ça. Et ça a été
Donc, toute la question de la limite, c'est ce qui est transgressé par la gauche mondialiste, par les mondialistes en général. C'est ce que, dans la baphométisation, le web journal d'il y a 3 ans, j'expliquais que c'est justement ça, c'est-à-dire on transgresse la limite homme-femme, la distinction entre hommes et femmes, les trans, c'est ça, entre citoyens et non-citoyens. Tout le monde a le droit de voter, hein, tout le monde a le droit d'avoir de l'assurance maladie, tout le monde a le droit d'avoir des services, des soins, etc. Le gouvernement, même si la personne est là illégalement, le gouvernement doit payer des soins. Ça, il y a un juge en Ontario, il y a 2 semaines, qui a jugé ça, là, que même s'il était rentré illégalement, il ne devait pas être sur le territoire au Canada, le gouvernement ontarien doit quand même lui payer ses soins et tout ça. Donc, et aussi, c'est ça, tout ce qui est trans, c'est-à-dire la division entre l'homme et la machine, etc., etc., ça, ouais, c'est ça, c'est de la baphométisation. J'expliquais ça là-dedans. On va en parler aujourd'hui avec Trump, l'Antéchrist. On va parler de Palantir, on va parler un petit peu de transhumanisme, etc., parce qu'il faut que je mette un peu les points sur les i, sur pas que je mette les points sur les i, mais que je clarifie certaines choses. Est-ce que je parle trop vite? Et donc, on va parler, c'est ça, de Palantir. Mon fils m'avait demandé un truc sur Palantir. Il y a aussi des personnes sur YouTube. On salue YouTube, on est sur YouTube. Il y a à peu près 15 000 personnes qui nous écoutent sur YouTube, si j'en crois les derniers web journaux. Donc, qui disait genre, ouais, qu'est-ce que tu penses de Palantir, etc. Et donc, quel avenir pour l'humanité Palantir? Il y a, tu sais, je ne veux pas défendre Palantir, mais il y a des éléments qui sont rassurants dans ce que j'ai fait des petites recherches, là, puis on trouve des trucs qui sont rassurants, mais évidemment, il faut toujours être vigilant. C'est comme tout ce qui touche l'être humain. Surtout en particulier avec la technologie, tout ce qui touche l'être humain, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité de mal s'en servir, de se servir d'un développement technologique, par exemple, pour faire la guerre, pour tuer, pour abuser, pour assouvir nos démons intérieurs. Tu sais, on utilise des trucs pour contrôler les autres, pour leur faire mal, pour imposer notre volonté, etc. Ou bien on peut faciliter la vie des gens aussi. C'est comme ça. Et dans tout ce qui est humain, il y a cette binarité. Je ne sais pas si c'est binaire, ou en tout cas, c'est sur un spectre. Mais il y a, c'est ça, toutes les technologies peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Tout ce que l'être humain fait peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. On peut utiliser le pouvoir, par exemple, le fait de... Quand tu as du pouvoir, tu deviens un roi ou quelque chose comme ça, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Quand tu es dans un couple, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Avec tes enfants, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Et avec la technologie, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Donc, tout ce qui touche à l'être humain, par exemple, n'importe quelle institution chez les êtres humains, ça, il faut le comprendre. On ne peut pas condamner, comme par exemple, je vois les gens qui condamnent toutes les religions ou tous les politiciens, ou la politique, ou les religions, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tous les aspects de tous les domaines d'activité humaine sont susceptibles d'être utilisés à bon ou à mauvais escient. La religion peut nous élever, peut aussi nous contrôler, nous détruire. La politique, la même chose. La quête technologique, la même. L'amour aussi peut faire la même chose. On peut s'auto-détruire ou détruire l'autre dans l'amour, ou on peut s'élever par ça. Donc, l'être humain est une créature complexe, et tout ce que l'être humain fait, touche, conçoit, etc., peut être dépendant de nos passions intérieures, dépendant de nos dispositions intérieures, peut être utilisé en bien ou en mal. Et donc, souvent, le problème avec tout ce qui est humain, c'est l'intériorité. C'est régler le problème de l'intériorité humaine. OK? C'est-à-dire avoir du recul sur ses émotions, être conscient de ses velléités de contrôle, pouvoir, etc., ou comme il disait à l'oracle de Delphi, connais-toi toi-même. Ça, c'est le truc principal. Connais-toi toi-même. Parce que c'est ça, pour éviter qu'un truc soit utilisé à mauvais escient, même si on pense qu'on l'utilise. Donc, c'est ça pour Palantir, ça peut être utilisé en bien ou en mal, comme toutes les technologies. C'est pas mauvais de façon inhérente. En tout cas, il y a des trucs, c'est ça que je dis, il faut toujours être vigilant, comme dans tous les trucs humains, il faut être vigilant. Mais ils ont mis, quand ils ont créé Palantir, ils ont mis dans la structure même de la compagnie des sauvegardes. Là, on dirait, on les croit pas, etc. Oui, c'est bien. C'est comme la politique. C'est bon qu'il y ait tu sais, la politique, les pères fondateurs de la Constitution américaine ont séparé les pouvoirs.
parce qu'on ne faisait jamais confiance à l'exécutif, ni au législatif, ni au judiciaire. Et tous les trois pouvoirs se surveillent les uns les autres. On a vu durant la COVID que les trois pouvoirs ne se surveillaient plus, ils conspiraient contre le peuple. Et c'est là qu'Internet est arrivé comme un quatrième pouvoir ou un cinquième pouvoir. Les journalistes ne faisaient plus leur travail non plus. Mais c'est-à-dire, c'est ça. À personne on donne un chèque en blanc. Il faut toujours vérifier, être sur nos gardes, etc. Puis c'est la même chose avec Palantir. Donc, on va parler de ça. Je vais montrer, j'ai une planche sur Palantir. Et après, on va finir avec Trump, l'Antéchrist. Certains y croient. Certains croient, y compris Tucker Carlson, Pierre Hilard, Léo d'ADNM et un autre gars qui a essayé de tirer Trump. Là. Donc, je vais aborder un peu le sujet. La question, c'est est-ce qu'on peut discuter avec des gens qui pensent que Trump, c'est l'Antéchrist, des croyances religieuses fondamentalistes, dans le genre... je donne un exemple ici. Je commence rapidement. Je saute tout de suite sur certaines planches. Par exemple, Pierre Hilard... est-ce qu'on y va tout de suite? Pierre Hilard pense que Trump a construit le troisième temple, que Trump, c'est potentiellement l'Antéchrist, etc. Dans une discussion avec quelqu'un, il y a eu un débat avec Marie Poussard, Pierre-Marie Poussard, je ne me rappelle plus son nom en nom, je m'excuse, j'oublie toujours les noms en nom, ne me corrigez pas. J'oublie les noms en nom. Il disait que rien de bon ne peut sortir des États-Unis parce que les États-Unis ont été fondés par des francs-maçons. Et donc, la prémisse de son analyse, c'est rien de bon ne peut sortir des États-Unis parce que le pays a été fondé par des francs-maçons. Il dit aussi la même chose de la Russie. Depuis la révolution bolchevique, rien de bon ne peut sortir de la Russie parce que la Russie n'a pas été lavée de son péché communiste et il n'a pas été consacré au Sacré-Cœur, n'a pas été consacré à la Vierge Marie et au Sacré-Cœur. Donc, rien de bon. À partir du moment où est-ce que tu as des axiomes comme ça, est-ce qu'on peut réellement discuter? Est-ce qu'on pourrait lui rétorquer que, regarde, ils ont quand même combattu le nazisme, ils ont inventé l'électricité, l'aviation, etc. Il y a quand même une couple de bonnes choses qui sont sorties des États-Unis. Il y a comme de la philosophie, il y a, rien de bon ne peut sortir des États-Unis. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu as des croyances religieuses fortes comme ça ne sert à rien de discuter. C'est pour ça que je ne discute pas vraiment avec ces personnes-là. Même chose avec les gens qui pensent que Trump, c'est l'Antéchrist ou Elon Musk, c'est l'Antéchrist. Je veux dire, à partir on n'a plus rien en commun, c'est-à-dire que si tu penses que Trump, c'est l'Antéchrist, ben, tu penses que Q est une opération du diable. Hein? Puis c'est aussi de l'intelligence artificielle potentiellement, et donc c'est les anges déchus et tout ça. Et donc à un moment donné, on ne peut plus discuter. Tu as choisi ton camp, tu as choisi de te placer dans un tiroir bien spécifique. Ça ne sert à rien de dire je ne veux pas être classé dans un tiroir. Tu as choisi un truc, Trump c'est l'Antéchrist, Elon Musk c'est l'Antéchrist, etc. Et donc, à partir donc c'est ça, il y a la question est-ce qu'on peut parler de quand il y a les conceptions religieuses aussi fortes qui ne reposent sur rien de solide, pour lesquelles il n'y a aucune nuance et ce sont des axiomes qui ne sont pas vérifiables. Est-ce qu'on peut discuter réellement avec, par exemple, est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui, un islamiste ultra convaincu qui joue toujours sur le Coran, qui égorge des agneaux dans sa salle de bain à la fin du Ramadan et puis qui est comme, non, il est comme complètement, et donc... Mais tout ça pour dire qu'on va voir un truc sur Trump l'Antéchrist, mais je voulais commencer rapidement avec la fenêtre d'Overton qui bouge sur la gauche. Frédéric Broussard, on le salue. Frédéric Poussard, on le salue. Vous savez, j'ai toujours gâché, j'ai comme pas de... Je suis trisomique en ondes avec les noms, OK? Donc, c'est ça. C'est pour ça que je ne fais pas de débat avec des gens qui ont des conceptions religieuses comme ça ne sert à rien, c'est complètement... tout ça pour dire, c'est ça, la gauche, pour revenir à ça, la fenêtre d'Overton qui bouge, on n'aurait jamais pu imaginer une telle chose, alors qu'on était en train d'être submergé par le mondialisme et qu'il ne semblait n'y avoir aucune issue à nos souffrances. Et bien là, il y a comme un changement, on voit l'aiguille qui passe, qui commence à bouger de l'autre côté, avec ce sommet sur la violence d'extrême gauche appelée par Marco Rubio, Frédéric Marie Broussard. On le salue.
Et donc, devant des chefs de 60 États, pas des chefs, mais des représentants de 60 États, il a fait des discours où est-ce qu'il explique justement qu'est-ce qui se passe avec la violence d'extrême gauche. Et je vous montre un extrait qui a été traduit par Mini Quadrillage, le fils de Vanessa. Cela a toujours été animé par une haine, et avant tout par une haine de la civilisation elle-même. C'est une révolte des pires contre les meilleurs, une révolte des faibles et des lâches contre les forts et les vertueux. Elle est menée par ceux qui sont incapables de construire, incapables de créer, incapables d'accomplir de grandes choses et qui se vengent du monde parce qu'ils sont eux-mêmes incompétents en cherchant à détruire ceux qui, eux, en sont capables. Voilà ce qu'est le gauchisme radical. Il peut se présenter sous différents slogans et différentes idéologies selon les époques et les lieux. Ils peuvent se dire anticapitalistes, anti-impérialistes, communistes, anarchistes ou marxistes, mais leur nature fondamentale reste toujours la même. C'est toujours la même. C'est un ressentiment empoisonné, dissimulé sous le langage de l'égalité, de la justice et de la libération. Un besoin irrépressible de détruire ce que des hommes plus grands ont bâti, de saccager ce qui est beau et ce qui est juste au nom de personnes qui ne sont remplies que de laideur et qui n'ont rien d'autre à offrir à ce monde. Alors, c'est extrêmement sévère et il fait ça devant un parquet de représentants. C'est-à-dire que c'est du leadership. Vous comprenez? À partir du moment où est-ce que les États-Unis parlent de cette façon-là, la violence d'extrême gauche, ça donne le ton. Ils ne peuvent pas rentrer dans différents pays, ils ne peuvent pas rentrer en France ou ailleurs, aller démanteler personnellement les armées de l'OTAN Antifa. C'est littéralement les soldats, les troupes de choc des mondialistes, là, les Antifa. Mais il peut faire des discours et y avoir un leadership comme ça. Il explique donc que c'est ça, la gauche repose sur des mensonges, ce sont des mensonges. On a évolué, pratiquement tous les gains qu'ils ont faits ont été réalisés à partir de mensonges. Pensez juste comme au climat. Les mensonges sur le climat, la falsification des données, on écarte les données qui sont pas, qui vont pas dans le sens de l'explication, afin de pouvoir imposer un certain dogme. Le fait, par exemple, juste encore une fois récemment, une certaine misogynie contre les femmes qu'on voit, les femmes qui se font siffler, l'insécurité, etc. On essaie de nous faire croire que c'est pas l'islam, que c'est les masculinistes, alors que tout le monde sait que c'est l'islam, c'est beaucoup de Maghrébins qui ont cette attitude-là envers les femmes. Il y a eu aujourd'hui un attentat à Berlin, et là, partout sur les réseaux sociaux, on nous dit que c'est les hommes blancs, on met la faute sur les hommes blancs, alors que la réaction première, c'est de mettre ça sur les hommes blancs, alors qu'on sait que maintenant, c'est un attentat islamiste. Rappelez-vous, rapidement comme les rape gangs en Angleterre, le Parti travailliste qui refuse, le Parti de gauche travailliste qui refuse une enquête parce que ça, évidemment, ça discréditerait complètement la communauté musulmane, pakistanaise, etc., etc. On ne veut pas regarder les données qui contredisent. On ne va pas regarder le réel. Hein? Aussi, les feux de forêt qu'on voit partout, c'est allumé par des gens de gauche. Et aussi, la falsification des statistiques. Regardez, ça, c'était cette semaine. Il y a des gens qui ont été tapés dans le registraire du FBI pour des criminels blancs. Et qu'est-ce qu'on trouve rentré dans des criminels blancs? On trouve une quantité industrielle de noirs. Et là, après ça, donc, ça falsifie les statistiques, puisque ils vont dire, les Blancs commettent beaucoup de crimes. Regardez, les statistiques montrent que les Blancs commettent beaucoup de crimes. Or, pour la plupart, c'est des Noirs et pour lesquels on a changé le libellé, la race à blanc. Ça a fait le tour d'Internet, là, je vous montrerai pas, je vous montre un petit clip rapidement comme ça. Les gens se disent, allez sur le registraire, regardez, c'est marqué blanc. Donc, la gauche fonctionne sur la falsification, le mensonge, etc. They are hiding the race of so many people, mainly men, who have been arrested. Race, white, white, white. And you can go to this website. It's for all the New Jersey mugshots and put in the race white. And you're going to see several non-white men
Imagine if they did this in reverse. C'est des entrées, c'est des Noirs qui ont commis des crimes et on les étiquette comme blancs pour falsifier les statistiques. Parce qu'on sait c'est quoi, hein, les statistiques. Rappelez-vous, et on sait pourquoi aussi, ils ont des pays comme en France, on enlève les statistiques sur la race parce qu'on ne veut pas créer du racisme, etc. Mais évidemment, ça nous empêche de regarder le réel en face aussi. C'est ça le problème. Donc, je ne vais pas faire... c'est ça, ça fonctionne avec la falsification des données, le mensonge, la violence, avec de l'ingénierie sociale et aussi beaucoup de financement. Regardez ça ici, c'est McBain cette semaine qui disait, à partir du moment où est-ce que Bolsonaro a été élu au Brésil, le USAID a doublé ses fonds au Brésil. Donc, ça fonctionne avec des fonds obscurs et du financement étatique par des organisations détournées, la Open Society de George Soros, mais il n'y a pas d'appui réel. Okay? Là, on va terminer ce segment-là rapidement avec ça ici. Donc, Elon Musk était en entrevue à The Economist. Et il a remis la journaliste à sa place, n'est-ce pas? Il a remis la journaliste à sa place. Tout le monde, ça a fait le tour du web. Je l'ai fait traduire encore une fois. J'ai demandé à Vanessa de le traduire. Merci beaucoup. Et là, ici, ça c'est Catherine Herridge, dont je vous parlais la semaine dernière, qui dit, regardez ce segment-là. Puis là, il dit aux journalistes, la journaliste lui dit, vous êtes détesté par beaucoup de personnes. Il dit, oui, mais regardez, les médias sont encore plus détestés. Vous mentez, vous tordez la vérité et vous inventez des étiquettes qui n'existent pas. Et là, il dit, et donc il a répété en ondes exactement ce que j'ai dit dans Super Centriste il y a 2 semaines. Rappelez-vous, c'est-à-dire que on étiquette Elon Musk extrême droite, on étiquette Trump extrême droite, on étiquette des partis comme Marine Le Pen extrême droite ou AfD extrême droite, alors que c'est une position centriste normale qui, il y a 20 ans, était tout à fait avoir des frontières normales. Ça n'a jamais été considéré extrême. Maintenant, c'est extrême. Le fait de faire respecter des frontières, c'est extrême. Vous comprenez? Et donc, j'expliquais ça, c'est ça, dans le super centriste. Je disais, pour une immigration restreinte contrôlée, pour des relations équilibrées, sans propagande avec la communauté gay, un féminisme sans discrimination ni théorie du genre, pour une démocratie souveraine. Vous vous rappelez donc ce web journal-là? Et là, il lui rappelle ça. Il dit, c'est pas... les positions sont... Vous mentez quand vous déplacez la fenêtre d'Overton en disant que c'est d'extrême droite, c'est du super centre. Il dit exactement ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Je vous montre l'extrême. Vous soutenez non seulement la droite populiste, mais aussi l'extrême droite. En fait, des partis très marginaux dans certains pays. Non, je soutiens les gens normaux. Ce que vous appelez à tort l'extrême droite. Vous les considérez comme des personnes normales? Oui. Littéralement, il suffit de remonter 10 ou 15 ans en arrière. Ces politiques étaient tout à fait normales. D'ailleurs, l'une des astuces que je trouve assez drôle consiste à prendre un discours d'Obama ou d'Hillary, puis interroger quelqu'un qui appartient à ce que j'appelle la gauche lunatique, et à lui demander « Que pensez-vous de ce discours de Trump ?»« Oh, c'est la pire personne qui soit. En réalité, c'était un discours d'Obama, ou bien c'était un discours d'Hillary. » Je suis d'accord pour dire que le centre de gravité de ce pays a basculé et que le Parti démocrate s'est clairement déplacé vers la gauche. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Des marginaux, mais s'il vous plaît. En réalité, ce ne sont que des gens normaux. Que des gens normaux. Voici les principes. Dites-moi lesquels d'entre eux vous semblent terribles. Que nous devrions avoir des frontières sécurisées? Que nous devrions avoir des villes sûres? Que nous devrions avoir des dépenses raisonnables? Lequel de ces 3 principes relève de l'extrême droite? Et je voudrais simplement vous adresser, ainsi qu'aux médias, une mise en garde concernant cette description absurde de l'extrême droite. Elle est fausse. Elle est fausse. Donc, tout ce qui est, c'est exactement ce que je disais dans Supercentriste, c'est que et c'est ça. Et là, ces choses-là sont maintenant montrées, ont des dizaines de millions de vues, alors qu'à l'époque où les médias contrôlaient tout, ils étaient capables de déplacer la fenêtre d'Overton sans aucun challenge. Et c'est comme le fait que la fenêtre d'Overton se soit déplacée autant à gauche, de sorte que quiconque dit on devrait avoir des frontières un peu contrôlées et caractérisées d'extrême droite, c'est parce qu'il n'y a pas eu de challenge. Et là, maintenant, on voit avec Rubio, avec Elon Musk, etc., justement, un retour de la santé mentale et un retour vers le centre. Donc, et c'est ça, il dit dans son vidéo, il dit, ce qu'il aime faire, c'est de montrer des vidéos, faire entendre des discours d'Obama ou d'Hillary à des personnes en disant que c'est Trump. Et les personnes disent, Trump,
c'est un pire fascisme, mais c'est exactement les mots de Obama et d'Hillary Clinton, et ces vidéos-là, on tourne là, c'est lui qui le... C'est exactement... Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, Chuck Schumer au Sénat ont tous dit des choses bien pires que Trump sur l'immigration. On devrait tous les illégaux, on devrait les renvoyer, etc., etc. Ils n'ont jamais été caractérisés d'extrême droite. Et c'est seulement quand Trump le dit que ça devient de l'extrême droite, etc., etc. Donc, ce sont les mêmes mots, les mêmes politiques, etc., mais une façon différente de caractériser les choses. Et c'est ce que Musk dit, c'est-à-dire les médias sont menteurs. Okay? Même chose, la gauche est menteuse, les médias sont menteurs. On nous dit que c'est l'islam qui harcèle les filles, mais on nous dit que c'est les masculinistes, les mâles alpha. C'est le réchauffement climatique qui brûle les forêts, mais finalement, c'est des incendiaires, etc., etc., etc. Ce sont des hosties. Des hosties, des menteurs, etc. Et le règne achève parce que le mensonge finit toujours par nous rattraper. Nos mensonges finissent toujours par nous rattraper. C'est ce que Flynn disait justement. On n'a pas besoin de grand-chose, on a juste besoin de dire la vérité. Et la vérité frappe comme une balle. Dans la guerre de l'information, la vérité frappe comme une balle. Et c'est pour ça que le rachat d'Internet par Musk était important, parce que ça nous permet de sortir juste des faits simples, comme juste comparer un discours d'Obama et Trump, puis pourquoi tu dis que Trump c'est un fasciste alors qu'Obama disait la même chose. La simple vérité est comme une balle dans la guerre de l'information et on n'a pas à mentir comme la gauche, on n'a pas à inventer, on n'a pas à allumer des feux de forêt, on n'a pas à rien faire, on a juste à dire la vérité, à montrer la vérité, etc. C'est quand même pas mal comme position, n'est-ce pas? Donc, la fenêtre d'Overton qui se déplace, et ça, c'est une bonne chose. Vers le centre, parce que... Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas me répéter, mais le centre, c'est ce que 90% des gens veulent tout le temps. Des familles normales avec un pays normal, etc., etc. Okay? C'est pas autre chose que ça, le centre. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était pour le premier truc. Maintenant, Palantir, on va y aller avec... on va faire tout de suite le saut à Palantir. Les gens m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de Palantir, Alexis, etc. Donc, comme je l'ai dit en début d'introduction, il faut être vigilant, etc. Il ne s'agit pas de donner carte blanche et tout, sauf que dans la structure, ce que j'ai vu là en faisant des recherches, c'est que dans la structure même de Palantir, il y a des garde-fous qui ont été intégrés. Donc, par exemple, ici, Palantir est fondé sur des principes libertariens et ils ont inclus dans la compagnie une unité spéciale indépendante, une équipe dédiée à la confidentialité et aux libertés civiles, le PCL, composé d'ingénieurs, avocats et de philosophes. La philosophie officielle de ce groupe-là, c'est « Il est essentiel de préserver les principes fondamentaux de la vie privée et des libertés civiles tout en utilisant les données ». Quand ils utilisent les données, il faut préserver la vie privée et les libertés civiles. Okay? Donc ça, c'est pas du marketing, c'est rentrer dans la structure même de la boîte. Et par exemple, ici je donne un exemple de ça, quand l'administration Trump commençait à utiliser, je pense qu'elle a utilisé Palantir pour sortir des illégaux, il y a un groupe de pression dirigé par Cindy Cohn, ici, de EFF, le EFF, qui a dit à Palantir, peux-tu nous expliquer c'est quoi ton truc, c'est quoi ta position sur les libertés civiles avec ce que vous êtes en train de faire, etc. Et là, ils leur ont répondu dans une lettre qui est justement republiée par elle. Oups, j'ai effacé lui. Donovan, c'est ça? Non? Oui, ouais. Donc, dans la lettre, Palantir explique, OK, donc... Palantir's Public Human Rights Commitment. Il y a un engagement à Palantir pour les droits de la personne. Donc, Palantir c'est un document PDF, donc je n'ai pas pu le traduire. Donc, Palantir has repeatedly placed human rights at the center of its public-facing commitments. Donc, dans ses engagements, les droits de la personne sont au centre des préoccupations. Palantir a refusé de travailler avec le Customs and Border Patrol, CPS, là, en 2020. Palantir a refusé de travailler avec Customs and Border Patrol, qui était à l'époque dirigé par Chad Wolf. Il faisait des trucs qui étaient... il tordait un peu les coins ronds avec la séparation des familles, etc. Et Palantir a invoqué les droits de la personne pour refuser de travailler avec Customs and Border Patrol, ICE, là.
Donc, c'est un cas où est-ce que Palantir juge, le comité de surveillance de Palantir, là, le Civil Liberties, etc., regarde un dossier, une demande du gouvernement, puis dit on ne peut pas faire ça parce que ça viole les libertés civiles. Et effectivement, je pense de toute façon, un juge a dit que le DHS didn't have authority to suspend DACA, etc., etc. Donc, c'est des ingénieurs, des avocats et des philosophes qui se penchent sur les dossiers et qui vont refuser de travailler avec le gouvernement si ça viole les droits de la personne. Ici, ça continue. Donc, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom, Crowley, je pense. Le directeur de cet organisme-là, à l'intérieur de Palantir, qui regarde les dossiers un par un et qui juge si ça viole la vie privée, etc., alors que Palantir a dans sa charte le respect de la vie privée et à l'intérieur de certaines limites et les droits de la personne. Donc, il nous dit ici, encore une fois, Palantir's public commitment include Palantir acknowledge its corporate responsibility to endeavor to protect human rights. C'est la responsabilité corporative de Palantir de respecter les droits de la personne et de respecter les principes définis par l'ONU, le Guiding Principle on Business and Human Rights de l'ONU. Ils appuient en particulier la déclaration de l'ONU sur les droits de la personne, l'article 3, l'article 12, etc. Ils ont, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est-à-dire qu'ils ont des mécanismes en place et ils ont une politique bien officielle de respect de la vie privée des droits de la personne. Et ils vont refuser de travailler avec, si ça viole... Donc, c'est une compagnie qui a comme... On peut être pour ou contre, mais c'est une compagnie qui a, dès le début, dès sa création, qui a mis certains garde-fous. Oui, ça peut déraper, il faut être vigilant, etc. Mais il y a... Alex Karp, ce sont des philosophes qui ont créé Palantir. Et donc, ici, il y en a ça, c'est un autre. Si l'administration Trump n'a pas demandé à Palantir Technologies de constituer un registre des musulmans. Donc, le PDG de Palantir Technologies, Alex Karp, a déclaré que son entreprise n'avait pas été sollicitée pour établir un registre des musulmans résidant aux États-Unis et qu'elle ne le ferait pas, même si une telle demande avait été faite. Okay? Donc, dans l'interview, Karp a fermement rejeté l'idée que sa start-up d'exploitation de données basée à Palo Alto, Californie, puisse un jour coopérer avec le gouvernement pour créer un registre permettant de suivre les citoyens en fonction de leur religion. Ils ne feront pas ça. Donc, il y a quand même des garde-fous. Oui, il peut y avoir des abus comme tout, mais il y a des garde-fous construits dans la structure corporative de Palantir. C'est pas comme Klaus Schwab et comme Yuval Noah Harari qui ne croient pas du tout au libre arbitre. Okay? On n'est pas du tout dans le même territoire. Donc, Palantir, ici, donc c'est ça, fondé sur des principes libertariens. Il y a des garde-fous techniques intégrés qui rendent l'espionnage de masse secret beaucoup plus difficile. C'est pas impossible. C'est pas impossible non plus à la NSA, à la CIA, etc., mais à Palantir, il y a des garde-fous. Donc, chaque action sur les plateformes Gotham et Foundry de Palantir, c'est les plateformes principales, est enregistrée dans les journaux d'audit détaillés. On ne peut pas simplement se promener dans les données, tu sais, genre, je travaille chez Palantir, puis je fais juste comme, je vois chaque action sur les plateformes est enregistrée et auditée. C'est-à-dire qu'il y a une révision après ça de qui a accéder, quelles données, etc., pour pas qu'il y ait d'abus. Okay? On ne peut pas simplement se promener dans les données. Tout laisse une trace de ce qui a été accédé, à quoi, quand et pourquoi ça a été accédé. Donc, c'est traçable, auditable. Les abus sont détectables et traçables. C'est l'opposé du principe de la boîte noire et d'un système de surveillance secret. C'est exactement ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi le Obama Gate, là, avec les Five Eyes. Il y a des gens qui allaient, je pense que c'est Hammer, le programme Hammer, je pense, des contracteurs de la CIA allaient dans les ordinateurs de la NSA et avaient carte blanche, ils pouvaient regarder n'importe quoi, les dossiers de n'importe qui, etc., puis il n'y avait pas de traçabilité, c'était pas auditable, etc., etc. Donc, contrairement à la NSA et à la CIA, Palantir, c'est traçable et auditable. C'est-à-dire que Palantir est plus transparente que la CIA et la NSA. Okay? Et là, ils disent aussi, dans d'autres articles, ils disent, par exemple, que de toute façon, on est à l'ère de l'information, 99% de ce qu'on appelle la surveillance, c'est de la surveillance commerciale. C'est-à-dire que tu es à côté de ton téléphone et puis tu parles de popcorn, puis là, genre, tu fais ta recherche Google, puis il y a une annonce tu vas sur un site, puis il y a une annonce de popcorn, c'est des métadonnées, etc.
Palantir, Alex Karp dit que ça, eux ne font rien de différent de ça, c'est-à-dire du captage de métadonnées, sauf que dans le cas de Palantir, ça peut être utilisé contre des criminels. Par exemple, tu peux dire, par exemple, tu peux mettre dans... C'est pas de la surveillance mur à mur, c'est ça que j'essaie de dire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je veux pas, encore une fois, leur donner carte blanche. Il faut toujours être sur nos gardes, etc. Mais ils expliquent, par exemple, que des trucs comme ça ici, là, Comet Pizza, là, le Pizzagate, avec des images de pédophilie et tout, ça aurait... des images comme ça auraient comme... fait allumer les systèmes d'alarme de Palantir, par exemple. Mais en tout cas, c'est pas utilisé pour de la surveillance extérieure, mais intérieure, je veux dire. Mais si l'exemple, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme un scalpel. Au lieu d'avoir des programmes gouvernementaux, c'est ce qu'Alex Karp dit. Il dit, vaut mieux une entreprise privée qui fait de la recherche au scalpel avec des mots-clés criminels qu'un gouvernement léviathan obèse qui enlève qui fait comme ce que les gouvernements français, canadiens, etc. font, c'est-à-dire mettre l'identité numérique, etc. C'est-à-dire le gouvernement, pour régler les problèmes, amène des solutions mur à mur et comme détruit complètement la liberté. Tandis que ce que Alex Karp dit, c'est son argument, c'est que Palantir, c'est comme un scalpel. Il n'enlève pas les libertés, etc. Mais au lieu d'avoir des programmes de contrôle total gouvernementaux, le gouvernement fait appel à Palantir et Palantir, il va comme au scalpel. C'est sa définition. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Il dit aussi, Alex Karp, dans des différentes... entrevues, par exemple, que l'intelligence artificielle, de toute façon, est nécessaire parce que la Chine est très, très, très avancée en intelligence artificielle et que la personne qui déploie l'intelligence artificielle la plus efficace, finalement, va dominer le 21e, 22e siècle. Hein? Donc... par exemple, si la Chine a une intelligence artificielle 3 fois, 4, 5 fois plus performante que l'intelligence artificielle des États-Unis, les États-Unis deviennent graduellement comme des Amish, c'est-à-dire déclassés technologiquement, comme quand tu prends l'avion puis tu vas dans des pays du tiers-monde puis tu dis « Ah, ils ont pas ça, ils ont pas ça. Ici, l'Internet lag. » Dans ton hôtel puis tu es à la 2G, là. T'es comme... Tu peux rien regarder, tu peux même pas aller sur Twitter parce que ça lag. Là, ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est du déclassement technologique. Et donc, avec l'intelligence artificielle, la Chine va arriver avec des inventions ils sont déjà rendus au 22e siècle. Là. Si vous regardez un peu ce qui se produit en Chine en termes de technologie et de développement, là, on est déjà arriéré. Ils vont avoir des trucs, des véhicules anti-gravité, des matériaux composites dont on n'a jamais entendu parler, avec des nouveaux alliages, des structures moléculaires. Ils vont vendre ça et nous autres, nos vieilles voitures Ford vont être complètement... ça va être comme genre... ça va être comme la calèche du 18e siècle. Et donc, ils vont dominer. Et donc, il y a une nécessité, c'est comme ça, hein, c'est la compétition entre les nations. C'est une réalité humaine, ça aussi, la compétition. On ne peut pas juste être toujours sur la compétition. Il y a la compétition, ça existe. C'est comme, même entre deux voisins, là, c'est qui a la pelouse la plus verte et la mieux tondue. Et encore une fois, c'est une réalité. On peut le déplorer, mais c'est une réalité humaine. Okay? Et donc, il dit qu'il est pour des limites auto-imposées, des garde-fous et des règles d'engagement claires. Donc, c'est auditable, traçable, avec des règles d'engagement claires, etc. Et c'est une compagnie privée qui sort le contrôle des mains du gouvernement, mais pour laquelle le gouvernement, que le gouvernement peut auditer. Donc, ça empêche le overreach, comment je pourrais dire... la surextension du contrôle gouvernemental, elle empêche la surextension du contrôle gouvernemental, mais les programmes avec lesquels elle travaille avec le gouvernement sont auditables et le gouvernement a un droit de regard. Donc, lui dit c'est le meilleur des deux mondes. Bon. Donc ça, c'est à peu près ce que j'avais là-dessus. Si vous me demandez ce que je pense de Palantir, il y a une possibilité de dérapage, évidemment, comme le nucléaire. Il y a des silos, pensez-y, il y a des silos
de bombes nucléaires partout aux États-Unis. Là, ça peut déraper, ça aussi. Là. On peut avoir la fin du monde ce soir. Il est 18 heures, là. On pourrait entendre des sirènes dans 20 minutes. Mais il y a des garde-fous. OK? Donc, ça peut déraper, mais comme c'est ça, il y a des systèmes mis en place. Thiel et Karp ont été bien conscients de la possibilité de surveillance de tout ça, de leur outil, et ont mis des garde-fous pour protéger les libertés civiles et respectent la charte de l'ONU, etc., et refusent de participer à des programmes gouvernementaux quand ça viole leurs règles éthiques de vie privée, etc. OK? Donc ça ici, c'est ça. Là, ici, c'est Privacy and Civil Liberties Engineering at Palantir. Ouais, c'est un libertarien. Ce sont des libertariens contre le contrôle gouvernemental. Donc c'est bizarre parce que c'est comme, on pourrait dire que c'est comme, les gens vont dire que c'est un Big Brother, mais ils ont mis des garde-fous, puis c'est pas le gouvernement. Private and Civil Liberties at Palantir. Donc, voilà, ça c'est ce que... Alors, mais le truc, c'est qu'évidemment, comme tous les outils, tout ce qui touche à l'administration Trump, c'est extrêmement démonisé. Et là, ici, vous avez des livres qui sont écrits, Le philosophe dans la vallée, ça c'est Silicon Valley, Alex Karp, Palantir et l'émergence de l'état de surveillance. J'ai pas lu ce livre-là. Il y a peut-être des informations différentes dans ce livre-là de ce que j'explique, ou des informations dans ce livre-là qui disent, si vous voulez comme approfondir des gens qui disent, qui sont contre Palantir, il y a ce livre-là, je vous propose ça. C'est ça. Donc, j'ai comme d'autres choses à dire, mais c'est ça, dans un monde où il y a je l'ai déjà expliqué ça, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de personnes avec des milliers de dossiers, des gens, pensez juste à la fraude électorale, juste tu peux utiliser Palantir pour trouver les doublons. Par exemple, John Costanova, 32 ans, a voté dans 4 États différents. Ces gens-là, comme travaillent, reçoivent des revenus, etc., mais n'ont aucun numéro d'assurance sociale, ce sont des illégaux. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure une société hyper bureaucratique avec des centaines de millions de personnes peut continuer à évoluer avec une bureaucratie qui fonctionne avec du papier, des tampons, puis, et pas de gestion de données avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est pratiquement impossible et inconcevable. Okay? Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur Palantir. Et il y a aussi un autre truc sur Palantir qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos. Ça ici, ça c'est... je pense que c'est, vous voyez, avec la boule de Palantir, là, je pense que c'est John Trump. Dans la vidéo de Elon Musk, là, Sweetland, la vidéo que tout le monde a aimée, avec le quantum et tout ça, on voit John Trump, c'est l'oncle de Trump qui a fouiller les dossiers Tesla, et on le voit avec Palantir. Et donc, il y a comme un lien Palantir, Quantum, comme quand Trump, il y a un mois, a parlé de Quantum Dominance, etc. Palantir, il y a un lien avec Palantir là-dedans. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est-à-dire, d'un bord, il y a The Rise of the Surveillance State. Ça, c'est la version pessimiste. Moi, je vous ai donné comme une version comme un petit peu entre les deux, mais il y a aussi l'autre version. Est-ce que Palantir pourrait être utilisé pour détruire le nouvel ordre mondial? C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle et la capacité de traitement de données contre les satanistes, contre ceux qui utilisent l'adrénochrome, contre le mouvement révolutionnaire mondial dont nous a prévenu JFK. Si on utilise Palantir contre ces gens-là, ça c'est autre chose. Donc, pour faire s'effondrer la pyramide, je spécule, là. Mais vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a comme une interprétation pessimiste de Palantir, mais aussi une interprétation optimiste, positive de Palantir. Et dans la vidéo, rappelez-vous la vidéo que Mike Flynn a publiée sur... au mois d'avril, qui montrait tous les coups fourrés d'Israël aux États-Unis. C'était un avertissement parce qu'Israël avait brisé le cessez-le-feu à Gaza, ou c'était avec le Liban, là, c'est ça, il avait tiré
il y avait un cessez-le-feu avec l'Iran et Israël avait tiré sur le sud Liban pour casser le cessez-le-feu. Mike Flynn avait sorti cette vidéo-là. On voyait tous les coups fourrés d'Israël du 11 septembre à Charlie Kirk, à fourrés ou présumés, hein, on ne sait pas. Et on voyait Bill Clinton avec Monica Lewinsky, Eyes Wide Shut et tout ça. Et à la fin du vidéo, à la 5e minute, vous voyez Netanyahou qui se fait électrocuter, lui, par Palantir. Je vous montre le clip à la 5e minute. Oui, donc, est-ce qu'ils ont été capables de se débarrasser de l'état profond avec des capacités de traitement de données d'information, est-ce qu'ils ont des capacités quantiques avec un mélange entre les travaux de Tesla qui étaient détenus peut-être par, c'est ça, des parties du département de l'énergie, mélangés, le département de l'énergie, John J. Trump, l'oncle de Trump, avec Palantir, ça fait peut-être un outil qui nous permet de sortir du nouvel ordre mondial et puis de détruire. Parce qu'on est très, très, très positif et nothing can stop what is happening. Parce qu'ils ont plus d'outils et c'est peut-être Palantir qui a été utilisé. Mais ça, c'est la version, je spécule, c'est la version optimiste. Je montrais juste des trucs comme ça intéressants. Où est-ce que l'oncle de Trump semblait avoir un truc avec Palantir. C'était John J. Trump avec Palantir dans la vidéo Quantum, là, Sweetland. Et puis après ça aussi, Mike Flynn avec Netanyahou qui se fait électrocuter en essayant de regarder Palantir, etc., etc. OK? Voilà. Maintenant, que dire de l'Antéchrist? Donc, Donald Trump, c'est l'Antéchrist. On va terminer avec ça ici. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici. Donc, un ancien marine et candidat au Congrès de la Floride déclare que Trump est l'Antéchrist et le faux Messie. Hein? Donc, il affirme qu'il doit être tué. Dans une vidéo délirante, le corps des marines a répondu. C'est sûr que si tu penses que Trump est l'Antéchrist ou que Trump fait advenir l'Antéchrist, ou c'est Barron, ou c'est comme Trump construit le troisième temple, c'est sûr que ce gars-là, il est conséquent. C'est-à-dire que tu dois tuer Trump. Si Trump a vocation à amener l'enfer sur Terre, c'est sûr qu'on doit tout faire pour l'arrêter. Et donc, puis là, après ça, il y a Tucker Carlson qui a dit la même chose. Est-ce que Tucker Carlson pense réellement que Trump, c'est l'Antéchrist? Mais après ça, il s'était rétracté. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ça sonnait comme du Elon Musk, là, genre Trump est dans les dossiers Epstein, puis après ça, ils rigolent avec lui. Hein? Ou bien Flynn, on va en parler juste avant de terminer. Flynn qui critique un peu Trump, et puis après ça, qui montre la vidéo où est-ce que Trump l'encense, les gens ont mordu à l'hameçon. Encore une fois, il faut suivre de près si vous voulez commenter. Mais même chose avec Pierre Hilard, c'est ça, qui dit que Trump, il n'a pas dit clairement que Trump c'est l'Antéchrist, mais c'est comme, ça va dans le sens il fait le travail qui va amener l'Antéchrist, la construction du troisième temple et qui va amener l'avènement de l'Antéchrist. Si c'est la réalité, Trump doit être arrêté. Il n'y a aucune négociation. Il n'y a pas de genre, je me pose des questions. Si tu penses réellement que Trump, c'est l'Antéchrist, hein, et que Q, c'est un truc de l'Antéchrist aussi, c'est un truc satanique. Hein, et Léo nous disait, ouais, Q, c'est peut-être une intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, ça vient des anges déchus. Donc, c'est ça. C'est toute la connexion Q, intelligence artificielle, ange déchu, Trump est là-dedans. Et donc, c'est ça. Q nous amène encore une fois, aux anges déchus, à l'enfer sur Terre. Quand c'est comme ça, il n'y a plus de discussion, là. Il n'y a pas de... Tu suis tu regardes les axiomes, là, le fondement du raisonnement qui ne repose sur pas grand-chose. Puis après ça, tu regardes où est-ce que ça va, puis tu te dis, genre, il n'y a plus de discussion possible à partir du moment où est-ce que tu penses que tu passes de where we go one, we go all à Trump, c'est l'Antéchrist, où il fait advenir l'Antéchrist, et puis, il travaille avec les anges déchus, etc. Là. On n'est plus du tout dans la discussion de, non, tu dois faire comme ce gars-là, c'est-à-dire proposer, tout faire pour l'arrêter.
Hein? C'est-à-dire que si tu penses que Trump travaille avec les anges déchus ou va dans le sens des anges déchus, ben tu dois te réjouir quand Biden vole les élections. Il y a plus d'entre-deux, là. C'est l'antéchrist, là. C'est comme, on a besoin c'est les anges déchus. On a besoin d'un exorcisme à la Maison-Blanche. Toute cette histoire de collusion avec la Russie, quand Obama tentait de destituer Trump, Hillary, tout ça, qui, eux, sont des vrais satanistes, là. Hillary, elle vénère Lucifer. Quand eux essayaient de destituer Donald Trump, ben c'était une bonne chose. Ils auraient dû réussir, n'est-ce pas? C'est la conséquence normalement de ta position. C'est-à-dire, Q, c'est les anges déchus. C'est dommage que Trump se soit tiré de cette histoire de collusion avec la Russie, etc., etc. Okay? Tu dois aller au bout de ton raisonnement. Bizarrement, c'est ça, tu dis genre la technologie, tout ça, c'est la technologie, toute la technologie, c'est mal. La technologie, c'est les anges déchus. Et donc, ça tourne toujours mal. Non, la technologie, ça ne tourne pas toujours mal. Et ceux qui rejettent la technologie aux États-Unis, les Amish, votent Trump. Ils rejettent complètement la technologie et ils comprennent que Trump ramène le sens dans la politique et la civilisation occidentale, c'est-à-dire il remet des règles, il combat la baphométisation. Même chose ici avec le cardinal Sarah, qui dit, le cardinal Sarah déclare à l'UE que l'idéologie du genre et le fondamentalisme islamique sont des bêtes apocalyptiques. Et c'est malheureusement ce que Trump combat, là, n'est-ce pas? C'est ce que la gauche lui reproche. Hein? Et pourtant, il rechristianise le pays, Trump, comme aucun président jamais dans l'histoire, même pas JFK, même pas Reagan, il n'y a aucun président qui a mis à contribution tous les ministères pour pousser le christianisme le jour de la prière. Rappelez-vous, c'était quoi, le Marco Rubio qui fait une prière, c'est comme... On se demande comment, genre, quelqu'un qui travaille pour les anges déchus, on pourrait imaginer Hillary, là, comment quelqu'un qui travaille pour les anges déchus, qui pousse la technologie, l'intelligence artificielle, la technologie des néphilim, genre finalement rechristianise le pays et défait tout l'élément baphométique dans la civilisation occidentale. Moi, j'ai toujours dit, hein, je l'avais expliqué, j'ai fait un web journal là-dessus, que ma position sur Trump, c'est que c'est un catéchon. C'est quelqu'un qui repousse l'antéchrist au contraire. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'il va repousser l'antéchrist. Parce que quand on dit que Trump, c'est l'antéchrist, ou il fait advenir l'antéchrist, ou genre n'importe quelle variante de ça, on est beaucoup plus loin que, on est beaucoup plus loin que les affirmations, par exemple, j'en prends deux, là, Jean-Dominique Michel ou Carl Zéro. Jean-Dominique Michel affirmait, évidemment, sans aucune diffamation complète sur X, sans aucune preuve, que Trump violait des petites fillettes, ou il laissait sous-entendre que Trump violait des fillettes. Trump violait des fillettes. Hein, donc, pas que Trump avait, démantelé le réseau Epstein et l'adrénochrome. Non, Trump violait des fillettes, là. C'était... il couvrait les crimes et tout ça, c'est Jean-Dominique. Carl Zéro, lui, c'était comme Trump sodomise des petits-enfants et puis, c'était l'associé d'Epstein et puis c'était des viols à répétition, etc. Ça, c'est finalement... Et puis là, évidemment, j'ai perdu la boule. Carl Zéro et puis Jean-Dominique Michel, c'est des ligues mineures comparé à quelqu'un qui dit que Trump, c'est l'antéchrist ou fait advenir l'antéchrist ou dans quelques variantes que ce soit. Donc, c'est ça. Vous avez comme viol d'enfants, pédovore, Epstein, puis après ça, vous avez Trump et Satan en haut. Donc, quelqu'un qui affirme que Trump, c'est comme d'un ordre de magnitude, comme à la 10, c'est-à-dire c'est une accusation à la puissance 10 qui dépasse de loin les ligues mineures de viol d'enfants, de sodomie de garçons de 8 ans. Le gars, c'est l'antéchrist, là. Okay? C'est le démon dans la Maison-Blanche. Il faut assumer. Et pas essayer de jouer sur tous les tableaux en disant « je ne veux pas être classé dans aucun tiroir ». Quand tu dis des choses comme ça, c'est que tu préférerais que Trump se fasse tirer. Okay? Même chose avec Elon Musk. On dit Elon Musk, la technologie, c'est un transhumaniste. On montre une photo d'Elon Musk avec son costume de Diablo.
Diablo, c'est un jeu vidéo, right? Ça, c'est avec sa mère, etc. C'est un costume d'Halloween. On a déjà expliqué tout ça. C'est un costume d'Halloween parce que Musk venait de gagner le concours international du jeu vidéo Diablo. Le jeu vidéo Diablo, pour les Amish qui nous écoutent, qui sont comme pas dans la technologie, qui comprennent pas, ben c'est le jeu, je pense que c'est le jeu vidéo ou un des jeux vidéo les plus populaires au monde, et Musk venait de gagner, s'est habillé dans le costume. Musk, c'est pas un chrétien. Hein? Et donc, et sa copine de l'époque, Amber Heard, celle qui a poursuivi Johnny Depp pour violence conjugale, etc., Amber Heard, c'était la copine de Musk à l'époque. Et Musk lui a demandé de s'habiller en Mercy, un autre personnage de jeu vidéo, et elle s'est habillée en Mercy, un autre personnage de jeu vidéo. Donc, lui et sa copine se sont habillés dans les personnages de jeux vidéo. Musk venait de gagner le concours de Diablo. Et si vous avez, et si c'était réel, si c'était genre, il veut envoyer un... Pensez-y 2 secondes, là, est-ce qu'on est des enfants de 6 ans pour faire des liens comme ça? Et si vous avez Messi habillé en vampire, là, est-ce que, il se passe des choses dans le sous-sol de chez Messi, ça s'appelle l'Halloween. Hein? Qu'est-ce que ça nous dit de nos enfants habillés en sorcières? Je sais que des chrétiens fondamentalistes veulent pas l'Halloween, etc., mais c'est rendu une fête populaire et tout le monde célèbre ça. Et on s'habille en mort-vivant, on s'habille en sorcière, on s'habille en vampire, on s'habille en démon, etc. Je me suis déjà habillé, moi, en monstre pour l'Halloween. Et ça ne disait rien. Merci, c'est Overwatch, c'est ça. Mercy, et ça ne disait rien sur ma personnalité. C'était l'Halloween. J'ai déjà passé l'Halloween et mangé des bonbons. Même s'il y a 100 ans, on ne célébrait pas vraiment d'où est-ce que c'est venu l'Halloween, on ne sait pas vraiment. Et puis, d'autres personnes qui s'habillent en Iron Man ou en robot à l'Halloween, ça nous dit rien sur leur truc. Mais faire une fixation là-dessus parce qu'il y a eu un costume d'Halloween, c'est comme... Et là, Musk serait un transhumaniste. Et donc, allons-y avec le transhumaniste. Là. Lui aussi, antéchrist ou potentiel, etc. C'est les gens qui disent que Musk est un transhumaniste ne connaissent pas réellement le transhumanisme. Le transhumanisme, le transhumanisme, là, c'est, il faut lire Ray Kurzweil. C'est quoi le transhumanisme? Le prophète du transhumanisme. C'est de la modification génétique, la modification de l'ADN, des capacités surhumaines. Il faut voir le film aussi Bienvenue à Gattaca. J'en avais déjà parlé. C'est un excellent film. C'est pas un film rapide. C'est pas un film d'action, mais c'est un film qui fait réfléchir justement sur l'avenir de la société, le transhumanisme, les modifications génétiques, le fait qu'il y ait 2 humanités qui se séparent, l'humanité qui peut se payer des modifications génétiques et qui devient comme des super-humains et qui, dans le film, qui participent au programme spatial. Et puis, il y a les autres, les personnes ordinaires qui échouent les examens, etc., etc. Donc, modification génétique, transformation complète de l'être humain. Il y a le docteur, vous pouvez aussi regarder le docteur Laurent Alexandre, donc modification de l'ADN dans les éprouvettes, etc. Les robots font-ils l'amour? Laurent Alexandre, c'est un vrai. Kurzweil, Alexandre, ce sont des vrais transhumanistes. Vous avez aussi ici Nick Bostrom. What comes after human? Qu'est-ce qui arrive après les humains? On parle de... C'est plus du transhumanisme, c'est du post-humanisme. Il faut regarder la littérature. C'est quoi le transhumanisme, là? La littérature, ils sont loin passés les êtres humains, etc. Max Moore, c'est un autre transhumaniste, surtout sur l'extension de la vie au-delà de 1000 ans. Tu sais, en injectant, par exemple, des nanorobots dans le corps, où est-ce que quand tu te fais tirer une balle, là, ça se répare tout de suite. Là, tu sais, on voit ça dans les films des fois, là, où tu te fais couper la main, puis la main repousse tout de suite, là, des trucs comme ça. Là. Ça c'est du transhumanisme. OK? Il y en a d'autres aussi. Lui, vous pouvez... Aubrey de Grey, comment défier la mort, et puis modification génétique, etc., comment vivre 1000 ans avec des modifications génétiques aussi, elle aussi. Natasha Vitamore, transhumanisme, etc., etc. Il n'y a aucune limite, l'être humain est déjà dépassé, etc. Quand tu regardes le supposé transhumanisme de Musk, c'est surtout lié avec son truc Neuralink, et c'est une technologie médicale, c'est-à-dire, oui, le gars est un fan de science-fiction, mais quand tu regardes son propos, c'est extrêmement soft comparé au vrai transhumaniste. Là. Il faut vraiment regarder. Écoutez le docteur Laurent Alexandre, et puis après ça, écoutez ce que Elon Musk dit, ce que Neuralink fait, c'est surtout redonner des capacités. Genre, quelqu'un qui a perdu l'ouïe, mais tu donnes avec des électrodes, tu donnes des petites impulsions électriques dans le cerveau, puis tu peux réentendre.
il n'est pas dans la modification génétique, il n'est pas dans le... Si c'est du transhumanisme, c'est du transhumanisme soft. L'interface, le plus loin qui va, puis ça, c'est de la spéculation parce qu'on est loin de ça, où est-ce que ça pourrait aller jusque-là, c'est l'interface entre le cerveau et la machine, dans le genre, tu conduis ta voiture avec ton cerveau. Mais il n'y a pas de... C'est comme une télécommande, là. C'est au lieu d'avoir une télécommande, ben, tu l'as comme intégré. Tu penses, puis ça arrive. Tourne à gauche, tu veux tourner à gauche, ta voiture tourne à gauche, etc., etc. Ça ne change pas l'être humain parce que tu peux toujours enlever, il n'y a pas de modification génétique et tu peux toujours débrancher le Neuralink. Et si tu débranches le Neuralink, tu restes entièrement ta personne. Il n'y a pas de... Vous voyez, donc ça ici, c'est pour surtout pour aider les personnes qui en ont besoin, des personnes qui ont perdu l'ouïe, la vue ou la parole. On peut stimuler le cerveau avec des électrodes pour leur redonner leur capacité qu'ils ont perdue. En plus de ça, contrairement aux transhumanistes ici, là, Elon Musk met en garde sur les dérapages possibles de la technologie. C'est surtout un libertarien philanthrope qui est... je ne vais pas faire de signe de la main parce que les gens vont faire des trucs, là. Qui est amoureux de science-fiction. Ouais. Et donc, surtout que pour quelqu'un qui est transhumaniste, il est très, 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 quand je dis philanthrope, là, c'est-à-dire qu'il redonne beaucoup à l'humanité. Regardez notamment ce qu'il a fait avec X, qui nous a donné la chance de ramener la fenêtre d'Overton, parce que c'était fini sans X. Là. C'était comme on était dans la... Si on ne reprenait pas le contrôle de X, là, c'était terminé en termes de politique. Là. Les moteurs Tesla adoptent la philosophie de l'open source. Elon Musk et Tesla Motors ont fait une annonce capitale aujourd'hui, déclarant dans un article de blog qu'ils n'engageront aucune poursuite en matière de brevet contre quiconque souhaite de bonne foi utiliser notre technologie. Il a littéralement donné la technologie Tesla à quiconque voulait s'en servir. C'est open source. Les moteurs électriques et tout. Il a donné ça. Il a dit la même chose plus tôt cette semaine, ou c'est il y a 2 semaines. Elon Musk annonce son intention de rendre le code source de X ouvert sans exception. C'est pas quelqu'un qui est dans une philosophie de contrôle. Ça fait pas très antéchrist. Hein, ça fait pas... C'est surtout de la technologie médicale. Vous l'avez ici, genre en 2022, il disait, Trump affirme que sa puce cérébrale Neuralink pourrait guérir les acouphènes en 5 ans. Vous avez le tweet ici où est-ce qu'il dit, dans 5 ans, on pourra guérir les acouphènes. Alors, en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine, Neuralink va être capable de guérir l'acouphène. On est loin de l'interface avec la machine. C'est comme, ils sont même pas capables de guérir l'acouphène. On n'est pas encore rendu là. Donc, c'est ça. Quand on dit Musk est un transhumaniste, là, il faut vraiment, vraiment regarder la littérature transhumaniste. C'est quoi le mouvement transhumaniste qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils pensent de l'être humain. Puis après ça, tu compares à Musk, puis au mieux, là, la personne la plus mal intentionnée et la plus vindicative à l'endroit de Musk va constater que c'est soft, son truc. Au mieux, c'est soft. C'est pas un pionnier du transhumanisme, disons, là. C'est pas comme quelqu'un de très, très, très convaincu. Dans 5 ans, on va guérir l'acouphène, là, alors que les autres, c'est genre, on est sur le bord de vivre 1000 ans et puis il faut dépasser toutes les limites. Modification génétique entre l'humain et l'animal, rentrer des gènes d'animaux dans ton corps. Et là, tu transformes l'être humain. C'est plus du tout la même chose. Donc, à partir du moment où est-ce que tu transformes l'être humain, tu changes la génétique, là, c'est du vrai transhumanisme. Mais tant que c'est une prothèse que tu peux enlever puis remettre, là, puis ton ADN n'est pas changé, mais tu restes humain. Tu débranches ton truc, puis tu le mets sur le comptoir, puis tu es Alexis, tu sais. Puis là, après ça, tu le remets, puis tu le branches, puis OK. Tu dévisses ta main, c'est comme une prothèse. Je reste Alexis, mais j'ai des aides. C'est de la technologie médicale, pour l'essentiel. OK? C'est pas de modification génétique, tu restes un être humain. OK? Donc, au pire, c'est un transhumaniste soft. Maintenant, on nous dit, genre, la technologie, c'est mauvais, etc., etc. C'est ça. Penser, c'est... Tout développement technologique s'en va vers... on y perd. Non, on n'y perd pas. Non, c'est faux, ça. On n'y perd pas du tout. L'électricité, on n'a pas perdu grand-chose avec l'électricité. Il y a des changements
C'est-à-dire que les gens qui nous disent que la technologie est mauvaise et nous fait perdre des trucs, eux ne retourneraient jamais à l'avant-développement technologique. Quoique, premièrement, pour la plupart d'entre eux, ils utilisent la technologie pour gagner leur vie. Ça c'est quand même hypocrite en esti. Mais il y a, en quoi l'électricité, puis pas juste, les possibilités en termes de les hôpitaux électrifiés, admettons, là, au lieu d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent avec des lampes à l'huile, là, on a des hôpitaux électrifiés avec des machines qui peuvent donner des électrochocs pour repartir le cœur ou prendre des électroencéphalogrammes pour savoir si c'est un cancer du cerveau. Il est où le recul, là, exactement? C'est quoi les âneries qu'on entend des fois sur Internet? Là, chaque technologie est un pas en arrière pour l'être humain, ça nous avilit, etc., etc. L'aviation, en quoi ça nous a avilis? Là? C'est comme, tu préfères marcher, là, genre faire le Paris-Dakar à pied, les chemins de fer, là, c'est comme... Et donc, depuis, ça, encore une fois, c'est une caractéristique de l'être humain, depuis l'invention de la roue, l'être humain essaie d'améliorer son sort. La technologie n'est pas mauvaise, c'est une caractéristique inhérente de l'être humain qui essaie d'améliorer son sort. À partir du moment où est-ce que tu tires, il y a même des animaux qui utilisent la technologie, c'est-à-dire la propension, l'impulsion humaine de développer de la technologie pour améliorer son sort existe aussi chez les animaux quand ils construisent des nids puis ils essayent de maximiser leur bien-être. Il y a des animaux qui utilisent des outils pour, comme des chimpanzés qui utilisent des branches pour, il y a même, je pense, les orques en mer, là, qui utilisent, je me rappelle plus, j'ai vu des trucs où est-ce que les animaux utilisent des outils pour améliorer leur sort. Hein? Et à partir du moment où est-ce que le mariage a été inventé, l'homme a été obligé de trouver des solutions pour améliorer le confort de sa femme. Se casser la tête, c'est parti de la roue. Puis là, c'est passé à travers le bouton à 4 trous jusqu'à la machine à laver, et puis tout ça, c'est comme... Qu'est-ce qu'on a perdu avec la machine à laver? Je veux dire, on a plus de temps, c'est tout. On a perdu... C'est quoi, là, tu fais de la méditation quand tu laves la vaisselle, là, puis c'est comme... vaut mieux se fouetter dans le dos. C'est bien quand la vie est difficile. Moi, je suis plus comme quelqu'un qui pense que plus les êtres humains ont de temps libre, pour certaines personnes, évidemment, c'est de l'oisivité, puis ils vont juste regarder des séries Netflix en mangeant des chips. Mais moi, quand j'ai du temps libre, je fais plein de choses intéressantes, je fais des recherches, je préfère avoir du temps libre que de faire la vaisselle. Je préfère activer mon cerveau que d'être attelé à des tâches ménagères. Le développement technologique me permet de maximiser ma capacité de réflexion, mes connaissances, me développer en tant qu'être humain. À partir de, je veux dire, on ne va pas retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs, là. Il y a des personnes comme, par exemple, en France, Francis Cousin. Moi, j'ai décroché avec Cousin, j'ai débranché quand il voulait retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Puis critiquait la séparation des tâches, la spécialisation dans la société, c'est-à-dire... la spécialisation de la société fait en sorte que tu peux avoir des philosophes, il y a différentes répartitions de richesses, tu peux avoir des philosophes, des artistes, etc., des personnes qui excellent dans un truc particulier, ça permet la spécialisation. Mais l'automatisation, puis l'intelligence artificielle, ça va nous donner du temps libre pour qu'on se spécialise dans les choses dans lesquelles on excelle au lieu de faire des tâches ménagères puis des trucs abrutissants. C'est des trucs abrutissants à faire le lavage, là. Je suis désolé, là, c'est comme non, là. Non. OK? Et donc, c'est ça, pensez-y 2 secondes. Ceux qui n'aiment pas la technologie vont vous dire que la machine à vapeur, finalement, c'est une technologie de l'enfer, là, parce qu'on mobilise le charbon dans la fournaise, et puis c'est littéralement alimenter le diable. C'est des âneries qu'on entend une après l'autre. Mais Marconi, la radio, en quoi l'humanité a régressé avec ça? Vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais, là. Je ne vais pas continuer. Le télescope Hubble, la technologie qui nous a permis de comprendre ce qu'il y avait à l'extérieur de l'atmosphère, un peu. Ben là, il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais on voit des trucs, comprendre c'était quoi un peu la Lune, voir les cratères, la lunette. Ça a commencé à... L'être humain est curieux. L'être humain est curieux et veut améliorer son sort. Et la technologie, ça s'inscrit là-dedans. Ça s'inscrit là-dedans. Et pour une perspective chrétienne, on dirait que Dieu a fait l'être humain comme ça.
Il veut améliorer son sort, puis il est curieux. Fait que ça va nécessairement donner ça. Puis c'est pas comme... je ne veux pas taper sur lui, je ne veux pas faire une fixation, mais il disait dans son dernier live que Enoch lui avait dit que la technologie était mauvaise et que la technologie était contrôlée par les anges déchus. Enoch lui avait dit à lui que la technologie était mauvaise et qu'elle avait été contrôlée par les anges déchus et que l'on devrait... Puis après ça, il parle dans son micro, là, c'est comme... sur Internet. Donc, si tu penses que la technologie est mauvaise, n'importe qui pense, on fait comme les Amish et comme les Sadhus indiens, on rejette le monde technologique et on vit on gagne pas sa vie avec la technologie, les technologies de l'Antéchrist, les anges déchus, etc. C'est les anges déchus, chose, là. Okay? Donc, c'est ça. C'est comme ça revient à ce que j'expliquais en début de live, en début de direct. J'ai encore deux planches. C'est-à-dire que la technologie, c'est comme toutes les activités de l'être humain. Il peut y avoir une bonne et une mauvaise fonction. On peut utiliser la technologie pour l'aviation. Quand l'aviation a été inventée, les principes de l'aviation ont été découverts par les frères Wright, là, la flottaison, etc., etc. Ça peut être utilisé pour transporter des millions de personnes dans le monde, aller voir ta famille, au Djibouti et puis visiter le Japon, ça prend maintenant, c'est quoi, de Montréal à Tokyo, c'est une vingtaine d'heures. C'est des affaires complètes. Et on peut découvrir et comme s'émanciper, puis de découvrir d'autres cultures, puis rencontrer des gens, puis travailler, puis ça maximise le potentiel humain, mais on peut aussi bombarder avec ça. Et donc, encore une fois, c'est comme tous les trucs de l'être humain, comme l'amour peut être néfaste, peut être bon, la technologie, ça peut être bon, ça dépend de l'être humain. Ça dépend de l'être humain. Rappelez-vous ce que j'expliquais en début de live. Donc, c'est pas qu'une question que la technologie est inhéremment mauvaise, ça dépend toujours de ce que l'être humain en fait. OK? On va terminer ici avec Flynn. Il y a eu cette petite rixe entre Flynn et Trump, qui était évidemment une fausse chicane, et tout le monde a mordu, y compris Clandestine. Clandestine qui s'est fait bloquer par Flynn, donc Clandestine qui a une dent contre Flynn. Flynn qui a rédigé ici un texte, il y avait un truc sur Trump, il parlait de la Chine et aussi du Hezbollah. Et là, il dit, ça a tout l'ADN d'une fausse chicane, c'est comme une fausse chicane. Et donc, il dit, Monsieur Trump, Mr. POTUS, vous vous foutez de moi, vous vous foutez de ma gueule, vous vous foutez de moi. Signez un citoyen très inquiet. C'est rien, c'est comme, c'est pas... il répondait à Trisha Hope en dessous, National Delegate, etc. C'est rien de très, très, très acerbe. Are you kidding me? Ça, c'est un peu comme ça. Tu te fous de ma gueule? Comment ça se fait que tu dis ça? Et puis là, c'est comme, là, ça a été la déchirure sur Internet, là, genre, même Flynn critique Trump. Le problème, c'est qu'évidemment, les gens n'ont pas compris, c'était une fausse chicane. Juste comme quelques heures après, il a republié une photo, un tweet en disant « Qu'est-ce que POTUS, qu'est-ce que Trump voulait dire ici? » Et là, tu vois Trump qui encense Flynn. Donc, il fait semblant de critiquer Trump et juste quelques heures après, il republie une vidéo où est-ce que Trump l'encense. Je vous montre la vidéo pour... With a friend of mine and a very brave person. Somebody that got it very early and went through hell, and he handled it like the brave man he is, General Michael Flynn. Where's Michael? Il republie ça quelques heures après ça. Quelqu'un ici dit, l'apologie de la technologie, l'humain n'est pas encore assez évolué pour ça. On fait de la technologie depuis la roue. Là. Je ne sais pas si tu comprends. Depuis le moment où est-ce qu'on a inventé la roue, on fait de la technologie. On n'est pas. C'est pas une question d'être évolué pour la technologie. C'est une question que ça fait partie intégrante de l'expérience humaine. Le développement, l'amélioration, le fait d'avoir des crayons, c'est technologique. Comprenez-vous? C'est comme l'écriture, c'est technologique. On va pas retourner à la tradition orale, là. On est rendu avec du code maintenant. On fonctionne, on contrôle la matrice, là. J'entends des trucs, des fois, les gens sur Internet sont tellement idéalistes, là. T'entends ça, je dis, soyez réalistes un peu, là. On passe pour des fous, des illuminés, des fois. Ce que les médias se moquent des complotistes avec les trucs qu'on lit des fois, là, genre, c'est comme... Tout ça pour dire que, pour comprendre, c'était évident que Flynn ne clashait pas Trump ici, puis que c'était comme, encore une fois, une opération de hameçonnage. Mon fils adore quand je dis ça. Parce qu'il faut regarder ce que...
Flynn, tu sais, si tu suis pas de près Flynn, ben abstiens-toi de commenter sur Flynn parce que c'est clair que Flynn appuie le président Trump constamment, notamment lorsqu'il a publié, lorsque Israël, Trump avait négocié avec l'Iran un cessez-le-feu temporaire, et là, Israël commençait à tirer sur le Liban. Flynn qui a immédiatement, comme le chien de garde de Trump, je l'ai expliqué ça, qui a immédiatement envoyé la vidéo où est-ce qu'on voit justement tout ça, là, tu sais, je l'ai expliqué tout à l'heure, là. Les trucs avec la mise en garde contre Israël. Donc, il faisait respecter le décret trumpien comme en tant que chien de garde. Lui, il est à l'extérieur de l'administration, donc il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Il peut pas. J'ai déjà expliqué les niveaux de langage. Là. Le Flynn qui a republié, qui s'était épinglé sur sa page X, le plan en 16 ans pour détruire les États-Unis. Flynn qui republie des trucs de Trump souvent et qui parle notamment de l'infiltration, qui est totalement sur la ligne trumpienne, qui est l'essence même de toute cette administration-là, de la reconquête des institutions américaines des mains de l'État profond avec le discours de JFK sur l'infiltration des sociétés secrètes. Flynn est exactement là-dessus. J'ai montré qu'il postait exactement la même... Je pense dans le dernier Web Journal, il publie exactement la même chose que Trump, genre à quelques jours... Les deux sont sur la même ligne. Et là, les gens qui ne suivent pas vont dire Flynn clash Trump. Même Flynn clash Trump. On a le droit de clasher Trump parce que même Flynn le fait. Si bol, tu suis pas, là, arrive, là, il faut que tu suives. C'est comme quand Flynn avait publié ça ici, Alex Soros, rappelez-vous de ça, Alex Soros avait publié un tweet avec une trou de balle et 47 $, et là, c'était une tentative d'assassinat. Flynn a immédiatement répondu, What the hell, the message you're sending by... Il avait appelé une tentative d'assassinat. C'était 17-17. J'avais bien souligné ça. Vous avez publié par Alex Soros à 7h55, ça fait 17. Et par Flynn, exactement 12 heures plus tard, 7h55 du matin, ça fait aussi 17. 17-17, si vous ne l'aviez pas compris. Et là, j'avais dit à ce moment-là, il va y avoir une fausse tentative d'assassinat sur Trump. Ça, c'était 6 mois avant l'événement de Butler. Quelqu'un m'avait posé au mois de janvier la question, est-ce que Trump, est-ce qu'il pourrait l'assassiner? Puis j'ai dit, s'il y avait quelqu'un qui tentait de l'assassiner Trump, ce serait Trump qui l'aurait organisé lui-même. Ça, j'avais dit ça je pense au mois de décembre. Au mois de janvier ou au mois de février, il y a cette affaire-là qui arrive avec le tweet d'Alex Soros. Puis là, je montre, je pense qu'Alex Soros est contrôlé. Encore une fois, pas tout le monde qui me suit là-dessus, mais Flynn qui rend ça évident. Puis là, j'avais dit, il va y avoir une tentative. Paf, Legend, et puis j'avais montré exactement. Donc, Flynn qui a encensé Q genre des centaines de fois, mais c'est sûr que si tu penses que toute la technologie est mauvaise et que, en particulier l'intelligence artificielle, et que Q, c'est peut-être une intelligence artificielle, et donc Q est contrôlé par les anges déchus, que l'administration... C'est sûr que tu vas pas comprendre tout ça. Tu es exactement le genre de personne susceptible de tomber dans le piège. Et puis Flynn qui republie plus tard l'appui inconditionnel de Donald Trump à Flynn. Okay? Ça, c'était pour Flynn. Et on va terminer avec... Il faut suivre. Si on veut commenter, il faut suivre. On va continuer avec l'Odyssée. Je vais faire un mea culpa. Ben, c'est pas un mea culpa, mais... Je pense que Trump contrôle l'administration, les patriotes contrôlent Soros, George Soros et son fils Alex Soros. Je pourrais montrer les liens logiques de tout ça éventuellement, là, mais OK. Donc, j'avais dit la dernière fois que le film de l'Odyssée, c'était finalement un croc en jambe à la civilisation occidentale, etc., etc. J'étais très, très, très fâché. Parce que c'était pas mal le ton qu'on avait sur les commentaires. C'était assez unanime, là. Puis c'était aussi très évident, c'est-à-dire avec les acteurs totalement mal choisis pour leur rôle. On déviait complètement l'Odyssée. Et puis là, il y a Bernard Massy, on le salue, Bernard Massy, qui est venu me demander, est-ce que tu as as-tu écouté l'interprétation de Jonathan Pajot, qui est un commentateur sur YouTube? Et puis j'avais dit oui, mais Pajot avait une idée complètement différente là-dessus. Il pensait que c'était en fait un message d'espoir, de retour de la civilisation sur des nouveaux fondements, le retour du père à sa femme, etc. Donc, le retour de la relation homme-femme saine avec le retour du mâle, etc., etc. Et donc, là, j'avais dit, j'avais pas écouté, j'avais fait preuve de, comment je pourrais dire,
de biais cognitifs. Je veux dire, j'avais tellement entendu que c'était mauvais que quand j'ai écouté 30 secondes de l'interprétation de Pajot, je me suis dit, il a reçu un cachet pour son affaire, lui, il vante le film. Et finalement, avec le message de Bernard, j'ai réécouté et puis il y a aussi, au-delà de Pajot, il y a sur YouTube, hein, About the Odyssey, The Truth About the Odyssey. Il y a d'autres personnes, il y en a 2, 3 autres commentateurs que j'ai vus avoir une position complètement différente sur l'Odyssée. Et puis, je vais aller plus loin qu'eux un petit peu. Là. Je vais rajouter une couche, mon petit grain de sel de Radio-Québec. The hidden meaning behind Nolan's Odyssey, le message caché dans l'Odyssée de Nolan. La version officielle, c'est que la version partagée par à peu près tout le monde, tous les commentateurs, c'est que Nolan a plié face à Hollywood, puis pour avoir un Oscar, a mis a dévié, galvaudé l'Odyssée d'Homère. Or, je pense que c'est... Je vais faire un mea culpa et je vais changer ma veste de côté. Et je pense en fait que Christopher Nolan, qui est normalement un réalisateur génial, c'est un génie. Si vous avez vu Inception, là, Origine en français avec Leonardo DiCaprio et Ellen Page à l'époque, c'est du génie, là. C'est comme qui aurait pu penser à ça, à cette façon de faire, et puis la façon dont il a... Donc, Tenet aussi, un autre film qui est génial, qui est difficile à comprendre. Il faut le regarder 3 fois pour comprendre Tenet, là, avec le fils de Denzel Washington. C'est pas tout le monde qui comprend. Et donc, il dit, comment ça se fait que quelqu'un qui est aussi brillant, un réalisateur aussi brillant, qui fait des films qui requièrent un très haut quotient intellectuel pour les comprendre, va finalement cracher sa carrière avec... Mais c'est plus que ça, finalement. C'est que finalement, je suis sur la ligne. Je suis pas mal d'accord avec Jonathan Pajot. C'est-à-dire que pourquoi je vais terminer là-dessus, là, pourquoi Christopher Nolan a choisi des artistes de la diversité qui parlent un langage vernaculaire comme du New-Yorkais, etc., etc. Parce que son film, l'Odyssée, ce qu'il présente là, comme l'Odyssée, la civilisation à l'époque, c'est une parabole pour la société moderne. Alors là, c'est du 2e degré. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Là, on est dans la conception littéraire du monde. C'est-à-dire, on est dans le 2e degré, là, on est dans la parabole. L'Odyssée de la diversité de Nolan, c'est une parabole pour la société moderne. Et tout le film est une parabole pour la société moderne. C'est-à-dire que l'idée, au final du film, c'est que des erreurs ont été commises, mais on peut retourner aux valeurs de base et refonder sur du bien. Ça, c'est la thèse de Jonathan Pajot. Le film lui-même, c'est la thèse aussi de Jonas Kilker. Le film, là, moi, j'ajoute ce niveau-là, c'est-à-dire que si tu comprends, donc le film lui-même est une parabole pour la société moderne. Comment expliquer là, je commence à être fatigué. L'environnement du film est une parabole pour la société moderne. Le film lui-même est comme un cheval de Troie, c'est-à-dire que tu présentes un film et Nolan, c'est comme Odyssée. Vous comprenez? Donc, c'est comme une mise en abîme. C'est exactement comme Inception. Je m'explique très mal. J'espère que les gens vont coller leur intelligence sur mes mots défaillants. Inception, c'est ça. Hein? Origine, c'est comme une mise en abîme. C'est un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve. Hein? Bien, c'est la même chose avec l'Odyssée, c'est-à-dire que c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que Nolan utilise le cheval de Troie de son film qui représente la société moderne pour le faire passer de façon subtile, sans éveiller les soupçons, mais avoir un message, comme le dit Pajot, un message d'espoir, de refondement de la civilisation sur des valeurs traditionnelles, etc., etc. Ou plus sur des bonnes valeurs. Donc, je ne sais pas si vous... C'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus... Je voulais juste dire que c'était un petit peu plus compliqué que ce que j'ai dit la dernière fois. Tout ce que j'ai dit sur la diversité et puis le fait qu'on se fait voler nos histoires, etc., c'est vrai. Mais dans le cas de Christopher Nolan, je pense que ce réalisateur-là est réellement brillant. En fait, si c'était ça ferait de lui un génie. Dans le genre Sun Tzu, là. Trump, l'art de la guerre. Il faut chicane et tout. C'est-à-dire, tu crées
un film qui est qui est une parabole pour la société moderne, comme cheval de Troie pour véhiculer ton message de refondement de la société sur des valeurs intègres. Wow! Si c'est ça, ça se peut que ce soit pas ça, mais si c'est ça, chapeau Nolan, tu viens de rentrer dans le panthéon des réalisateurs les plus intelligents de l'histoire. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui font des contributions à Radio-Québec. On n'est pas capable de survivre sans vous. C'est toujours très difficile l'été. On sollicite votre appui, nous donner ce micro pour adresser les problématiques, les questions que les gens ont, les interrogations et clarifier pas mal de choses dans l'époque dans laquelle on vit, parce que c'est compliqué, c'est pas clair, hein, c'est comme tu vois, même moi je me suis trompé avec l'Odyssée, le film de Nolan, c'est toujours des fois c'est plus subtil qu'on le pense, et on fait cet effort-là à Radio-Québec d'essayer de dépasser nos limitations, on fait le pari de l'intelligence et de notre public, hein, contrairement aux médias qui font toujours le pari de la stupidité des gens. Et donc, c'est compliqué, on se fait rentrer dedans et on sollicite votre soutien comme d'habitude. Vous savez comment faire. Il y a par Interact, par PayPal, il y a par carte, il y a comme par la poste. On remercie ceux qui le font. Ce ne sont pas des dons, ce sont des contributions volontaires ou des abonnements ou des contributions volontaires comme tous les autres médias comme Radio-Québec. Si on enlevait les médias alternatifs comme nous, bien, on serait pris avec les médias ordinaires et avec l'information des médias ordinaires. On serait nulle part. On serait nulle part. Ça serait déjà passé. La société aurait déjà été baphométisée. Finalement, ça aurait été une bonne chose parce que finalement, s'il n'y avait pas eu tous les médias alternatifs, Trump ne serait pas rentré en 2016 parce qu'il est rentré par Internet, là. Et Trump ne serait pas rentré en 2016. Merci. Des fois, je vois des dons qui passent. Là. Merci, Benny Fight. Trump ne serait pas rentré en 2016 et on aurait pu éviter l'enfer sur Terre. Vous comprenez? Donc, c'est à cause des médias alternatifs, dans une perspective antichristique, là. C'est à cause des médias alternatifs comme Radio-Québec que Trump est capable de gagner et de faire advenir l'enfer sur Terre. Ou bien, ça c'est une perspective de crinquer, là, mais ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on est capable de battre justement le système, qu'on arrive à une singularité où est-ce qu'on était censé être complètement détruit, perdre complètement le contrôle de notre planète, de notre civilisation. Et finalement, on est capable de retourner. C'est le thème de Heavy Pulp. Là. On est capable de retourner la situation à notre avantage et de repartir sur des nouvelles bases. Comme le dit le film de Christopher Nolan, c'est à cause des médias alternatifs et pas à cause des Black Pills. Voilà. Donc, merci à ceux qui nous propulsent. Sans les médias alternatifs, on serait nulle part. Merci à ceux qui font le saut. En plus de ça, c'est anonyme. Moi, je vois passer les noms. C'est anonyme. Vous le faites ça. Rendez ça disponible pour des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas, veulent pas, ou ont oublié, ou ça sera la prochaine fois, etc. Merci à ceux qui le font. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va vous laisser sur Heavy Pulp. Ça va être notre clip de outro. Encore une fois, si vous avez la possibilité, si vous avez comme quelque chose qui vous reste dans vos fonds de tiroir, pensez à Radio-Québec. Et puis, entre-temps, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang! Sweet land. Sweet land of the weary and the wild. Oh, where are you, my sweet child? The garden's either dying or about to come alive. The river's either drying or it's deep enough to dive. Can't tell if it's the dusk or if it's breaking into dawn. Are we going